Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour mon cher Mario, hey, tu reviens tout droit de Las Vegas pour le lancement de Visual Studio 2010, je pense. Tout à fait. Je suis arrivé hier, 4 belles journées parce que c'est toujours excitant à participer à un lancement. Puis dans mon cas, c'était la première fois que je participais à la conférence Dev Connection. Parce que le lancement de Visual Studio 2010 c'était fait conjointement avec la conférence Dev Connection, qui est une conférence qui existe depuis une dizaine d'années. Ouais, mais qui est pas une conférence de Microsoft, là. C'est pas le PDC, c'est pas TechEd. Non, c'est une conférence qui est organisée par un tiers parti, mais qui traite juste de technologie Microsoft. Dans ce cas-là, eux autres, il y avait comme 3 grandes tracks, une track ASP.NET, une track Silverlight et forcément une track sur Visual Studio 2010. Puis, je pense pour Microsoft, c'est intéressant aussi de aider la communauté, les conférences tiers parties, puis ces années-ci, c'est difficile pour eux, hein, parce qu'habituellement, les gens sont de moins en moins enclins à envoyer des développeurs se former, prendre l'avion, ça coûte beaucoup de sous. C'est pas toutes les organisations qui ont les... En tout cas, si on doit couper quelque part, c'est souvent sur les formations qu'on coûte, ce qui est malheureux. Absolument. Puis toi, tu participais aussi en tant qu'exposant? C'est ça, avec maintenant que je me suis joint à Pixis, nous, on a un produit qui fonctionne avec par-dessus TFS qui permet de faire du Scrum, qui s'appelle Urban Turtle. Et on était là comme exposant pour présenter ce produit-là à la communauté. Puis en même temps, on a notre nouvelle version qui s'intègre dans 2010. Et la réception était hyper positive. Écoute, il y avait 1900, 2000 personnes là, à cette conférence-là. Puis je dirais que, en tout cas, notre boot, il y avait beaucoup de monde parce on sent là, l'intérêt pour Scrum est là. Les gens veulent l'utiliser adéquatement. Malheureusement, l'outillage qui vient par défaut avec 2010, c'est pas adéquat. En tout cas, il y a des faiblesses. Puis nous, notre produit, comble ça. Donc, on avait une réception plutôt très positive. Donc, c'est le fun, c'est motivant. Hein? On devrait vendre beaucoup de copies de Urban Turtle. Excellent. Et moi, de mon côté, je suis dans Azure, là, par-dessus la tête, parce que j'ai 3 présentations à faire sur Azure ce mois-ci. Donc, je nage dans tout ce qui est le cloud. C'est parfait. L'important, c'est l'important, c'est de rester passionné dans ce qu'on fait. Absolument. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi, Mario? Bon, on parle d'une nouvelle technologie qui s'appelle Surface. Donc, c'est pas un outil de développement, c'est un bidule, un équipement. Ça fait plusieurs années que je voudrais faire une émission sur Surface, mais l'occasion se présentait jamais. Et juste pour la petite... ça prend les gens qui ont un peu d'expérience pour en parler aussi, là. Tout à fait. Puis un Surface, on trouve pas ça au magasin, là. Non, c'est pas comme un ordinateur classique. Donc, c'est ce qu'on va expliquer dans l'entrevue. Pour nos auditeurs qui n'auraient aucune idée de qu'est-ce qu'est Surface, restez en ligne, là, vous allez comprendre tout à l'heure. Et j'ai eu la chance, lorsque je participais au MVP Summit il y a 1 mois et demi, 2 mois maintenant, au mois de février, de rencontrer 2 experts de Paris qui sont des MVP dans le développement d'applications clients, qui ont développé une application sur Surface. Et je me suis dit, quelle belle occasion pour traiter de ce sujet que depuis longtemps je voulais qu'on couvre. Et les 2 personnes sont Thomas Lebrun et Simon Ferkel. Mm-hmm. Puis, je pense, sans plus tarder, quittons l'entrevue. C'est ça. Je suis dans une chambre d'hôtel avec 2 MVP qui ont reçu la reconnaissance dans la compétence Client App Dev. Comment on traduirait ça en français dans développement client? Développement d'applications riches. D'applications clients, oui. D'applications clients riches. Alors c'est assez particulier parce que ça couvre aussi Silverlight. Donc c'est pas seulement le client Windows classique, mais aussi le client le client web enrichi. En fait. Voilà. Je vous présente comme 2 MVP parce que on se retrouve
vous êtes parisiens. Tout à fait. Exactement. Je suis de Montréal et on se retrouve à Seattle et on profite de l'occasion qu'on est tous présents ici pour le summit des MVP, donc le sommet des MVP, qui est essentiellement une activité que Microsoft fait à tous les ans où il reçoit les gens qui ont reçu cette reconnaissance-là d'MVP de partout à travers la planète sur leur campus. Et c'est une situation gagnante pour eux parce qu'ils nous montrent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Justement, les MVP aiment bien savoir d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Donc, pour nous, c'est comme un gros party. Mais pour Microsoft, c'est aussi une occasion assez unique de pouvoir aller chercher nos rétroactions, notre feedback sur qu'est-ce qu'on pense de ce qu'ils veulent faire dans le futur. Donc, j'imagine que vous, il y a une bonne partie de vos journées ont été sur ce qui s'en vient avec la prochaine version de Silverlight. Exactement, sur les prochaines versions de Silverlight, de WPF. Donc oui, ça a été beaucoup de sessions de feedback en fait. Moi, j'ai passé une partie de mon sommet avec les gens de Team System, donc tout ce qui est Visual Studio, l'outil de développement. Et un de vos confrères qui travaille dans la même boîte où vous travaillez, écoutez, je devrais peut-être commencer par vous nommer, parce que les gens entendent vos voix. Exactement. Donc, nommez-vous, comme ça ils vont être capables d'associer votre nom avec votre voix. Alors, moi je m'appelle Thomas Lebrun et je travaille donc avec Simon qui va se présenter juste après dans une société parisienne du nom d'Accessite. Et au cours de l'émission, je suis amené à faire du conseil, du développement et de la formation sur tout ce qui concerne la partie interface graphique, entre autres avec WPF, Silverlight, donc tout ce qui concerne les interfaces graphiques, la partie multitouch avec Seven ou Surface, ce qui nous intéresse, ce genre de choses. Donc, Thomas Lebrun, ce que tu ne dis pas, mais parce que tu es quelqu'un de humble, c'est que tu as écrit un livre sur la pratique, WPF par la pratique, Ouais, tout à fait. publié chez Erols. Ouais. Et tu es aussi un modérateur, rédacteur chez développer.com depuis quelques années maintenant. Tout à fait, et également un blogueur sur une autre communauté, celle de Code Source. Mhm. Donc, ça donne assez le portrait de qui tu es. On va donner la parole à ton confrère. Simon. Voilà, donc Simon Ferkel. Donc je suis aussi un développeur chez Accessite. Donc moi je fais plus de missions de développement et d'accompagnement de réalisation de prototypes un petit peu spéciaux, beaucoup au Microsoft Technology Center à Paris. Et voilà, pareil sur tout ce qui est WPF, Silverlight, Surface. Et puis aussi un petit peu dans le monde du web avec MVC, toutes ces choses-là. Ce qui nous amène au vif de notre sujet, parce que comme ce que j'expliquais avant de faire cette pause-là, qui était nécessaire, c'est que il y a une grosse discussion au niveau de Visual Studio sur comment Microsoft va supporter Scrum dans le futur. Donc à un moment donné, je croise Florent Santin, votre confrère, et il commence à me dire, tu sais qu'on a développé quelque chose avec Silverlight sur Surface pour être capable de faire nos sprints, gérer nos sprints, le backlog, ces choses-là. Je dis, ah oui? Il dit, oui, viens, je vais te faire une petite démo. Puis rapidement, il me fait pas une démo parce qu'il n'y avait pas avec une Surface, mais il me présente un enregistrement qui était fait au Tech Days. Tout à fait. Exactement. Trentaine de secondes, quarantaine de secondes, et je vois ça, je dis, oh wow, c'est pas mal cool. Puis, connaissant bien Florent, parce qu'il a déjà participé au podcast, je dis, hey, j'aimerais ça faire un podcast sur ce sujet-là. C'est ce qui fait que, sans qu'on devait planifier à l'avance, on se retrouve durant le sommet à se rencontrer et à faire un peu un retour d'expérience sur ce que vous avez vécu à développer une application pour la plateforme, pour le device, je sais pas comment appeler ça, le Surface. L'unité, Surface. Ouais. C'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est à la fois du matériel, du software, c'est un véritable un ensemble, SDK en fait. qui est vraiment particulier. Donc, comment vous décrirez, pour nos auditeurs là, qui ont jamais vu une Surface, qui savent même pas de quoi on parle, donc la description la plus simple, on pourrait dire, c'est comme une table de salon, une table à café qu'on a dans le salon qui est quoi, deux pieds par... Comme une mini-table, en fait. C'est une table hein. basse, en fait. Oui, simplement. c'est une table basse, mais numérique avec un grand écran de 30 pouces. Et des caméras. Et puis des caméras. En fait, c'est un écran rétroprojeté et qui aussi possède des caméras infrarouges, en fait. Donc, en fait, la table voit, en fait, ce qui se passe à sa surface. C'est là où ce qui est fabuleux, c'est que l'interface, la façon d'interagir avec cette table-là, c'est avec nos doigts. Tout à fait. C'est avec une nos expérience doigts. tactile, en fait. Oui, c'est avec nos doigts, mais ça peut être aussi avec d'autres choses, avec des objets, des tags. Je disais avant qu'on commence l'entrevue un peu en blaguant, je dis bon, pour décrire ce qu'est un Surface, on a juste dit que c'est un iPhone géant
un iPhone de 1 mètre par 1 mètre et qu'on manipule avec nos doigts. Mais effectivement, ce que tu viens d'amener, c'est que c'est plus qu'un iPhone géant parce que c'est pas juste nos doigts, ça peut être aussi des objets qu'on dépose et le logiciel peut reconnaître ces objets-là. Oui, exactement, parce qu'en fait, au niveau matériel, la reconnaissance des gestes qui sont effectués sur la table, c'est pas du tout du capacitif ou du au sens tactile du terme, et c'est plus, c'est en fait des caméras qui regardent ce qui se passe à la surface et font de l'analyse d'images en temps réel. Donc du coup, on est capable de reconnaître des doigts, des objets, des verres, voilà, pourquoi pas, et donc aussi des tags qui sont proposés par Microsoft, qui nous permettent d'identifier des objets de manière très précise, donc simplement en les associant à une valeur numérique. Ah oui. Voilà. Un peu comme donc tu pourrais prendre ce table-là et un peu faire une table de poker avec ça. Donc quand tu mets tes jetons, il reconnaîtrait que c'est un jeton de 100 € versus, je sais pas si en Europe on fonctionne avec des euros. Hein. C'est quelque chose qui serait tout à fait envisageable, effectivement. On associe un tag à une carte et en fonction des différents tags qui sont posés sur la table, on serait capable d'imiter un jeu de poker ou n'importe quel autre jeu de cartes. Donc vous êtes chanceux. Moi, en tout cas à Montréal, on n'a pas eu cette chance-là, mais sur Paris, beaucoup de firmes de consultation ont reçu de Microsoft une table Surface. Chez Accessite, vous en avez reçu une. Ouais. Et par la force des choses, c'est pas gratuit dans le sens que faut se commettre à dire on va développer des choses, on va travailler avec Microsoft, et dans la vision de votre organisation, c'était même pas un choix, c'était une orientation. Je crois que c'est principalement ce que toi tu fais, Simon, travailler beaucoup avec l'équipe de Microsoft France. Oui, en fait, je travaille beaucoup avec le MTC, et c'est vrai que c'est aussi avec eux qu'on travaille le plus sur Surface en termes. Qu'est-ce que veut dire MTC pour nos auditeurs? MTC, c'est Microsoft Technology Center. Okay. Et donc on travaille beaucoup avec eux sur Surface. C'est un peu notre plus gros client sur la technologie Surface. Et donc on leur a proposé quelques projets en mode pur R&D, donc pur investissement sur notre temps de R&D. Vous, le but étant aussi de pouvoir montrer ce qui est faisable, créer la demande, parce que souvent les gens regardent ça, puis ils ont de la misère à comprendre tout ce qu'on peut faire, mais quand on leur montre des applications, surtout si on prend des applications qui aujourd'hui sont peut-être un peu difficiles à faire avec nos ordinateurs classiques, là ça ouvre les yeux sur ce qui est du domaine du possible. Oui. Donc l'application en elle-même, en fait, c'est une application qui permet de faire des meetings Scrum, donc simplement observer la liste des tâches qui est dans la backlog Scrum d'un Team Foundation Server, et puis de se répartir les tâches autour d'une table. Donc comme une réunion classique, on est autour d'une table, et sauf que là, au lieu de se noter des choses sur un bout de calepin, on va simplement interagir sur la table et aller chercher des tâches, se les attribuer et discuter de ça. Parce que vous avez ciblé et ce qui est difficile souvent quand on fait du Scrum, c'est qu'on peut avoir un taskboard dans lequel on peut prendre une activité qu'on s'est assignée et dire je la débute, je la termine. Ça, c'est assez simple à faire avec les interfaces classiques. La partie qui est toujours ardue, c'est lorsqu'on fait le planning, la première journée d'un sprint, et où on doit décider quelles sont les fonctionnalités, qui va les faire, dans les ordonnancer, les prioriser. Souvent, la façon classique, c'était de prendre des cartes de 3 pouces par 5 pouces. Je sais pas en millimètres ce que vous dites. En France, c'est quoi des cartes des cartes à jouer, en fait. C'est des cartes à jouer? Oui, c'est des cartes à jouer. Mais en Amérique du Nord, c'est 3 by 5. Donc 3 par 5, c'est la grande. C'est 3 pouces d'un bord, 5 pouces de long. Et donc ce type de carte-là qu'on trouve partout, qu'on peut acheter vraiment pas cher. Et on écrit, puis on joue avec les cartes et donc on utilise une table, mais on est dans un monde réel. Là, vous allez reproduire un peu la même chose, mais sur Surface. Là, l'objectif, en fait, c'est effectivement de représenter, en fait, de remplacer les cartes que tu utilises ou que les développeurs utilisent habituellement, de les remplacer par des éléments qu'on peut manipuler sur la table, qui nous permettent de pouvoir les échanger facilement via du glisser-déposer sur la table, de pouvoir les assigner à quelqu'un, de pouvoir les prendre à quelqu'un et se les assigner à soi-même. Donc en gros, d'interagir avec les éléments
de travail, donc avec les tâches qu'il faut, qui existent au niveau du projet, d'interagir avec ces tâches de façon la plus simple possible en utilisant toute la partie gestion. Et un des gros intérêts, c'est que une fois qu'on a terminé, plutôt que de devoir faire un travail de saisie du résultat de Il y a de la toujours réunion, une personne à la fin qui prend la voilà, photo, qui prend la photo et qui s'en va à son voilà, poste et qui le recopie. qui recopie ça dans Excel, ça prend 3 plombes, c'est super chiant. Et donc là, en fait, l'idée, c'est on travaille directement sur les données du Team Foundation Server, donc on n'a pas besoin de faire ce travail de saisie. Puis le fait que j'ai une chose que j'ai trouvé intéressant, dans la mesure où est-ce que c'est pas forcément tes doigts seulement, une des façons pour s'identifier, c'est que la personne a juste à mettre sa carte habituellement qu'il utilise pour rentrer dans le building, elle dépose et oups, il vient t'identifier, t'as pas eu besoin de commencer à taper ton nom, ces choses-là. Exactement. En fait, la petite astuce, c'est qu'on a simplement imprimé un tag qui est reconnu par la table, qui est unique pour chaque développeur. Ça pourrait être une espèce de code barre finalement. C'est une espèce de code barre, mais en 2 dimensions en fait, au lieu d'être en une seule. Et donc, on la pose simplement sur la table et on est reconnu, on a notre liste de tâches courantes et on va pouvoir tout de suite interagir avec la backlog courante. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez sympa parce qu'on retrouve exactement le même type d'interaction naturelle qu'on a dans ce genre de réunion. Sauf que là, tout est digitalisé, tout est déjà sur le serveur, et donc on évite ces tâches réparbatives de retranscription, ouais. De prise de photos, ce genre de choses. Il y avait l'intérêt pour vous de faire un projet de recherche-développement, mais j'imagine l'application avait aussi une vision de dire hey, on va l'utiliser à l'interne quand on fait nos projets. Ah, tout à fait, tout à fait en fait. Et puis c'est d'ailleurs le but parce que en fait ça va nous permettre aussi de l'améliorer, de voir quelles sont les fonctionnalités qui manquent, etc. En faisant du dogfooding, en fait. Voilà, étant nous-mêmes testeurs, on va effectivement voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans l'application, et donc de le corriger, de proposer de nouvelles fonctionnalités. On se met à la place de n'importe qui, on utilise l'application, et c'est comme ça qu'on sait qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou pas. Puis, vous avez solutionné cette partie de la problématique, mais le fait que vous êtes connecté avec un serveur TFS, donc, c'est une application client-serveur. Il peut y avoir d'autres types de clients qui sont pas une table surface. Donc, tu peux retourner sur ton PC. Tu pourrais même être avec ton iPhone ou ton mobile, avec n'importe quel type donc, tu pourrais être avec ton mobile et être en mesure d'interagir aussi avec ton serveur TFS. Et donc, c'est juste comme une autre extension, une autre façon de voir les applications riches. C'est exactement ça, en fait. Tout à fait. En fait, autour de TFS, on a déjà un certain nombre d'outils qui gravitent, que ce soit des outils web avec le Team System Web Access, que ce soit Excel, Project, Visual Studio, qui est le client par excellence. Voilà. Et donc nous on rajoute cette table Surface et puis on a fait aussi une autre application cette fois-ci pas sur Surface mais sur Windows 7 Multitouch qui nous permet en fait d'afficher sur un grand écran multitouch toutes les tâches en cours et de pouvoir changer non pas leur affectation mais leur état simplement en déplaçant les tâches d'une colonne à l'autre. Donc on va avoir un état commencer, terminer et puis en cours, on a pas commencé, en cours, terminé voilà. Et prêt à tester. Ce genre de choses. Et on peut donc déplacer nos tâches différentes. L'idée c'était quoi? C'est que lorsque vous faites vos Scrum meetings tous les jours de pouvoir travailler ça ou s'il y avait une autre... Alors l'idée c'est qu'on imaginait, c'était surtout en environnement open space. Souvent ce qui se passe c'est qu'on a des post-it. Qu'on va passer d'une case à l'autre sur un tableau blanc. Et donc là, l'idée, c'est que plutôt que de devoir déplacer ce post-it, prendre une photo, aller refaire la saisie dans Excel, etc., nous, on s'est dit, les post-it, on va les rendre complètement... dématérialiser et les afficher, en fait, sur une application multitouch sur Windows. Parce que votre intérêt, ce qui fait que vous êtes pas le type de développeur qui est trippé sur le code qui est du côté serveur. Vous êtes vraiment les développeurs qui vous intéressez à tout ce qui est l'ergonomie, l'utilisabilité, d'où pourquoi vous faites du WPF, du Silverlight, du multitouch à Windows 7, du Surface, et vous touchez à toutes ces technologies-là. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun qui toutes ces technologies-là qu'on retrouve? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas apprendre
une nouvelle Ouais. façon de programmer à chaque fois. Alors, il y a quelque chose de commun, une approche qui est assez commune à toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les Natural User Interface. C'est une notion qui dit que plutôt que de faire de l'informatique et des interfaces graphiques traditionnelles qui sont basées sur de la symbolique, des icônes, des boutons, des choses comme ça, on va essayer de manipuler directement les objets. Et donc, quand on parle de post-it dans Surface, enfin dans notre application Surface ou dans les applications Windows 7, on manipule vraiment des post-it et on interagit directement avec le post-it. Sauf que ce post-it, il n'est pas vraiment physique, il est affiché sur la table, mais il réagit au zoom. Mais tu peux le prendre avec tes doigts, le déplacer, Voilà, on le un peu comme déplace. tu ferais avec un vrai post-it. Avec un Voilà, vrai post-it. plutôt que de prendre une combo box et de dire tiens j'ai ma ligne qui me représente un work item et je vais l'assigner à telle personne. Là on a vraiment une interaction physique. On a Et- une représentation graphique pour le work Voilà. item, pour l'assigner à la personne. Sur Et le on site. essaie autant que possible de donner une rétroaction à l'utilisateur, Oui. comme dans le monde réel. C'est-à-dire que si je prendrais mon post-it et je fais avec mon doigt, j'envoie et je le fais glisser, ici, il y a une borne, il va frapper la borne et il va rebondir comme Tout à fait. c'est le genre de choses, de comportement qu'on veut pour qu'on ait l'impression d'être dans un monde réel, parce que c'est les paradigmes avec lesquels l'utilisateur est En fait, habitué. ce qu'on cherche à avoir, c'est le comportement le plus naturel possible. Donc, comme tu dis, voilà, s'il y a des murs, on s'arrête. Donc, tout ce qui est collision, ce genre de choses, on va essayer de le gérer au mieux pour avoir un comportement qui soit le plus proche de ce qu'on pourrait avoir dans la réalité, sachant que là, on est sur du dématérialisé. J'avais lu quelque part que Steve Jobs, quand il faisait les premiers prototypes de ce qui est l'iPhone maintenant, lui, quand il déroulait la liste, originalement, quand elle arrivait au bout, il n'y avait pas de rebondissement. Et pour lui, c'était comme, je veux le rebondissement, je veux vraiment avoir le feeling que je suis rendu au bout, et même que ça revient, tu sais, si tu arrives au bout à la lettre Z, si tu l'envoies trop fort, il va revenir à la lettre Y, parce qu'il y a eu vraiment un phénomène de... Oui, tout Et à fait. l'époque, les architectes, les designers lui avaient dit, oh, c'est compliqué, ça coûte cher à faire ça. Et Fidel lui-même, il a dit, je me fous du prix, je me fous du temps, faut faire ranger ça, je veux l'avoir. Puis aujourd'hui, on n'en a que les bénéfices parce que ça a vraiment changé la perception des gens sur ce que c'est une interface utilisateur. C'est ce qui fait un des points forts de l'iPhone, effectivement, c'est le fait que toutes les interactions qu'on a sont vraiment le plus réel possible. On sait que si on voudrait programmer l'iPhone, c'est une plateforme assez fermée, il faut prendre l'Objective-C, tu peux pas programmer en .NET. Mais on pourrait le faire, il y a un nouveau Monotel, framework, voilà, là, Monotel, Monotel. oui. Je retire ce que j'ai dit. Il y a moyen de le faire. Mais ce qui est fabuleux, en tout cas, ce qui est toujours intéressant avec les technologies Microsoft, si on prend Surface, si on prend Windows 7, si on prend Silverlight, il y a sûrement quelque chose de très commun. C'est-à-dire que j'imagine qu'on peut programmer sur toutes ces plateformes-là en .NET. Oui, alors toutes ces plateformes-là sont programmables en .NET et elles utilisent tout le même paradigme de développement. Donc on tourne autour du langage XAML Pour la représentation graphique. pour la représentation graphique et puis pour tout ce et on bénéficie des mêmes services de data binding, de choses comme ça. On utilise les mêmes design patterns entre une application Et- WPF, Surface ou Silverlight. Et surtout, on utilise les mêmes outils pour la partie de développement ou design des applications. Oui, c'est toujours Visual Studio Puis- et Blend. Puis ce qui est bien, c'est que juste nos auditeurs, peut-être qui ont jamais même vu du XAML, qui ont jamais fait du WPF, on peut imaginer qu'en vrai, tous nos auditeurs ont vu c'est quoi du HTML. Ils ont tous vu une page web et ils ont peut-être vu ce qui était à l'origine du ASP ou du ASP.NET. La grande innovation que le web, que l'Internet a amené, c'est de se rendre compte qu'on devait dissocier la présentation du code. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive, là. Le JavaScript, c'est le code, le HTML, c'est les tags qui permettent de présenter. Donc, ce même paradigme-là a été repris par Microsoft. Forcément, ils n'ont pas pris les mêmes tags HTML, ils ont créé leur propre jeu de tags basé sur XML, c'est ce qu'on appelle XAML. Et le code, dans le cas de Microsoft, c'est pas de dire on va l'écrire en JavaScript, mais c'est de l'écrire en .NET. Et il y a moyen de tout attacher ça pour dire, pour ces éléments-là, voici comment le code va rouler pour fournir les comportements. Mettons, si j'ai un élément visuel qui doit tourner sur lui-même, il faudrait que j'y mette un certain comportement parce que c'est pas magique, ces choses-là. Ce que vous nous dites, c'est si je développe pour Surface, ou si je développe pour Silverlight, si je développe pour WPS, c'est les mêmes XAML, les mêmes tags. C'est exactement le même langage, enfin les mêmes langages et les mêmes outils qu'on va utiliser. Les fonctionnalités Même- seront les mêmes. Mais si on revient à Surface, moi j'ai jamais fait de développement Surface, il doit avoir un petit quelque chose à un moment donné qu'il faut savoir que si tu sais pas ça, je peux pas croire parce que on sait qu'il y a la vision.
mais il y a aussi comment on le fait, puis comment on l'implémente, puis même si Microsoft veut bien avoir une vision toute unifiée, il y a toujours des endroits où le bas blesse, ou en tout cas des choses accrochent. Est-ce que du côté de Surface, il y a des petites choses comme ça qu'on doit savoir pour être capable de faire du développement Surface? Alors oui, forcément, parce que on n'a pas d'événements de souris, on n'a pas d'événements de clavier, on n'a que des événements qui sont des contacts ou des tags. Ah, donc qui t'as pas apparaissent. t'as-tu un on-click ou Oui, il n'y a pas de on-click, on a des On-contact touch-down, done, oui, on-contact done. on-contact up, ce genre de choses. Il y a pas de, tout ce qui concerne la souris n'existe plus. Pourquoi? Parce que sur une table Surface, tout se fait avec les mains, comme tu l'as dit. Donc, la notion de souris n'existe plus. Mais est-ce que ça veut dire, c'est pour ça que j'ai bâti une application WPF pour mon Windows et que je la prendrais telle qu'elle, je la déploie sur un Surface, puis que moi, il s'attendait de répondre sur un événement on-click, l'événement arrivera jamais, donc l'application pourrait rouler, mais elle répondra jamais parce que le on-click, il sera jamais généré. Oui, effectivement, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut bien voir aussi avec le multitouch et donc avec les événements Surface, c'est que nos contrôles qui habituellement sont faits pour fonctionner à la souris, ont pas du tout les mêmes machines à état que des contrôles qui sont là et qui gèrent le multitouch. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'appuie avec mon doigt sur un bouton et puis que je viens avec un deuxième doigt, que j'appuie sur ce bouton et que j'en lâche un? Ah ouais, c'est un type de machine. Voilà, c'est des types tas de que toi, tu machines à voudrais état. peut-être faire de quoi dessus. Voilà. Tu voudrais avoir un événement qui est généré quand ça arrive. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les contrôles de base de WPF. Donc, on a un jeu de contrôle spécifique pour Surface. Donc, est-ce que, à C'est ce moment-là, ça. ils sont dans un namespace différent, dans sont une dans un namespace, DLL différente qu'on voilà. déploie? On a tout un tas de DLL spécifiques à Surface Il y a un qui petit viennent, SDK qui est livré. voilà, et qui viennent compléter en fait WPF avec des contrôles qui gèrent ces machines à état où on va avoir plusieurs points de contact en même moment ou quelque chose aussi d'assez particulier, c'est que quand on fait du drag and drop sur Windows habituellement, on a un seul pointeur de souris, donc on sait qu'on va avoir qu'un seul buffer où on va échanger des données entre nos différents... Puis là, c'est intéressant parce que tout ce qui est multitouch fait en sorte qu'on a des nouvelles façons de faire, des nouveaux événements. C'est un secret de Polichinelle. On sait que la prochaine version du Mobile 7 va nous permettre aussi de faire du multitouch. Je pense que c'est officiel, même ils l'ont annoncé il y a quelques jours. Donc on peut s'attendre que ce type de code qui est là va devenir maintenant peut-être standard dans les prochaines éditions du framework à terme. C'est probablement ce qui va arriver. Je vous demande pas de briser des NDA, je fais juste moi émettre cette hypothèse-là. Je suis pas dans le secret des dieux, donc je peux bien émettre l'hypothèse. Hein. Microsoft n'a rien annoncé encore au niveau de la plateforme de développement autour de Windows 7. On va se faire au mix. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer... c'est quelque chose qui serait logique en fait à l'heure actuelle avec toute la notion où il y a beaucoup de moi j'ai juste pris la la compréhension puis j'ai dit logiquement on peut s'attendre à ce que un peu de la même façon qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de WVS qui tranquillement pas vite traversent la frontière et se retrouvent dans Silverlight. Un jour ou l'autre, beaucoup de choses qui viennent du multitouch vont traverser la frontière, vont se retrouver dans Silverlight. Avec l'étendue du nombre de périphériques multitouch, on peut s'attendre à ce que plus tard, en fait, Microsoft intègre directement cette notion de multitouch dans le framework. Ouais, maintenant, on verra. Donc, il y a des chances que dans 15 ans d'ici, quand on va parler à un jeune développeur, puis on lui dit, ouais, c'est ton événement on-click, il va nous regarder en disant, on-click, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que pour lui, ça sera vraiment pas dans son vécu, tandis que nous, on se rappellera, on va dire, oui, nous, on a fait du développement à l'époque quand on était sur des ordinateurs avec un clavier. Moi, je crois qu'encore dans 20 ans, il va rester ce type d'ordinateur-là avec clavier souris. Parce que, par exemple, pour faire l'entrée de données, ça reste encore un médium très performant. C'est juste qu'on va les considérer comme, c'est un autre type de bidule pour interagir. Alors, on va peut-être un peu dinosaure, mais ou en tout cas peut-être par design on va réussir à les rendre quand même élégants et tout. Puis il y aura aussi les tablettes, les fameux les ordinateurs plus qu'on manipule avec les doigts. Donc la Surface en est un, mais les équivalents de ce que sera l'évolution du iPad et de ce que Microsoft va sûrement annoncer aussi de ce côté-là. Oui, d'ailleurs on a déjà pas mal de devices qui sont sortis par HP, Acer, etc. qui commencent à offrir des tablettes ou des machines un peu hybrides entre l'ordinateur portable et la tablette. Et les prix commencent à être vraiment abordables. Oui, tout à fait. C'est l'avantage en fait. Parce que le HP Slate, c'est comme ça qu'il s'appelle?
En tout cas, les derniers modèles qu'ils ont annoncés, je pense que c'est pour ce qui serait un peu l'équivalent d'un netbook qu'on peut acheter en format Windows 7 classique pour l'équivalent de quoi? 300, 400 euros en Europe? Ouais, c'est ça. Nous, c'est 300-400 $. Ouais. Là, on parle de peut-être 1000 $ parce qu'il y a un coût quand même à avoir ça, mais c'est pas astronomique du genre, faut que tu fasses le saut à 10 000 $ comme c'était il y a quelques années. Non, pour l'évolution de fonctionnalité, c'est pas quelque chose d'extraordinaire au niveau du prix. En fait. Donc, tu peux même penser que ce type d'ordinateur-là qui roule Windows 7 en multitouch, tu pourrais en avoir un par exemple dans ta cuisine. Moi, je vois bien ça pour lire les recettes de cuisine, Exactement. pour être capable de surfer le net. Puis peut-être que tu mettrais jamais de clavier sur cet ordinateur-là parce que c'est pas le but. Si tu veux vraiment faire des choses avec le clavier, là, tu vas t'asseoir à un vrai poste de travail que t'as. Non, ce serait plus pour de la consultation plutôt que de la saisie. En fait. Je sais que moi, j'ai 4 enfants. On est rendu à combien d'ordinateurs dans la maison? Il y en a tous un, plus... donc, on oublie les serveurs, mais j'ai au moins 5-6 ordinateurs juste chez moi. J'imagine que vous êtes des MVP, il y a des chances que vous soyez un peu dans le même profil. Hein, c'est comme un critère. Tu peux pas être MVP si t'as pas minimalement au moins un serveur chez toi. Un serveur, c'est pas beaucoup. Hein. Je me souviens à un moment donné je sais pas c'est qui avec qui je discutais, c'est-tu Richard Campbell? En tout cas, il me disait, écoute, moi j'ai une pile de serveurs dans un garde-robe, mais c'est pas des serveurs à l'époque, c'est pas des serveurs c'est vraiment du server rack, là. Je dis, ah oui, pour chez vous? Il dit, mais ça coûte pas cher. On s'amuse, hein, on est des techies, c'est ça le plaisir de la chose. Oui, nous on est plus client top dev, donc on est plus à avoir des PC avec des grands écrans ou une petite dalle multitouch ou des choses comme ça. Ouais, donc l'idée c'est d'avoir 5-6 avec des form factors différents et des choses qui nous permettent d'explorer un peu avec différentes possibilités, tout simplement. Ouais, au niveau ergonomie, tout ça. Et je sais, moi, il y a à peu près un an et demi maintenant, quand j'ai décidé que je vais m'acheter un iPhone, même si c'était pas sur technologie Microsoft, vraiment, c'est parce que faut reconnaître que c'est bien fait, mais il y avait aussi l'intérêt de dire, bon, je veux vraiment voir qu'est-ce que c'est travailler avec une interface naturelle, parce que c'est un paradigme qu'il faut, à mon avis, on n'a pas le choix, il faut maîtriser ça et le saisir. Donc, j'imagine dans vous aussi, qui que soit celui qui sort un nouveau bidule, que ce soit de n'importe qui, vous avez probablement peut-être intéressé à juste voir comment ça fonctionne, comment ça se programme, qu'est-ce qu'on peut faire avec, hein. Oui, tout à fait. Puis piocher des idées aussi d'ergonomie, parce que en fait, il reste tout à inventer en fait pour ce genre de machine. Vu que plus ça va, plus on va s'éloigner du GUI, du Graphical User Interface courant, pour aller vers des choses plus naturelles. On a tout un tas de patterns d'ergonomie à réinventer. Ouais, hein. C'est quelque chose qui est un peu un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce que si on se souvient à l'époque, c'est quoi, 82, 83, non, un peu avant ça, quand Apple a pris la décision de créer le Macintosh. Il y avait déjà 10 ans de recherche et développement qui avait été fait par Xerox Palo Alto Research Center. Donc, on parle de toutes les années 70 sur qu'est-ce que c'est, avoir des menus déroulants, construire tous ces paradigmes-là, ça avait été fait par d'autres. Et autant Apple que Microsoft ont juste pris ce qui avait été implanté là, ou mis en place et les ont réimplantés, eux, soit d'un côté Windows et du côté du Mac. Mais pour les interfaces naturelles, il nous manque ce 10 ans de recherche. Il nous manque un Xerox Palo Alto Research Center qui aurait fait le travail pour nous, puis on pourrait dire aujourd'hui, bon, mais là, je vais l'implanter sur mon Surface parce que je sais qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout... Faut pas oublier que pour le moment, on est encore au tout début justement de cette notion d'interface naturelle et de multitouch. Donc, comme tu dis, il manque les 10 ans et donc, dans 10 ans, on aura tout ce qu'il nous faut pour que ça aille tout simplement. Une chose que je sais, et puis c'est difficile pour les gens peut-être à changer, mais je me souviens, moi, ma femme, quand elle a vu l'iPad, la première chose qu'elle m'a dit, elle dit, Mario, tu m'en achètes un. C'est ça que je vais acheter, parce que j'aime ça acheter des bébelles. Elle m'a dit non, tu m'achètes un parce que moi je veux l'utiliser. Je dis oui, pas de problème. Moi je m'amuserai un peu avec, mais ça sera ton ordinateur. Et la première chose qu'elle me dit, elle dit de toute façon, je vais pouvoir quand même installer mon Word, mon Excel pour faire des choses du bureau. Je dis non. Je dis c'est un autre ordinateur, là, c'est un autre paradigme. Il n'y a pas de Word, il n'y a pas d'Excel, il n'y a pas de clavier. Je dis, puis à ma connaissance, ça vient pas avec une application qui serait réécrite pour faire, par exemple, du traitement de texte, où ça serait à ce moment-là, ça serait vraiment, tu écris avec tes doigts naturellement, tes mots, ils sont reconnus, donc la reconnaissance, ça va arriver, mais c'est pas là. Donc, si tu as besoin de taper des mémos, c'est pas sur cet ordinateur-là que tu vas le faire. Faut que tu le fasses encore sur ton bon vieux laptop. La conclusion, c'était de dire, pas de problème, tu me jettes, puis je garderai mon laptop.
Il dit Et- oui, ok. C'est quelque chose de très important. Hein. C'est que le futur de l'informatique, a priori, de ce qu'on en voit, il passe pas par un changement total vers le Natural User Interface, mais plutôt vers quelque chose qui va faire cohabiter un petit peu les deux form factors, parce qu'on a besoin des deux. Si à quelque part, le fait que vous dites, j'ai déjà 5-6 bidules que je traîne avec moi, j'en ai à la maison. Vous êtes déjà des précurseurs, vous montrez déjà qu'est-ce que va être le concept de dire j'ai un ordinateur qui est le mien, pour lequel j'avais dépensé, je sais pas, à l'époque on parlait de plusieurs milliers de dollars, plusieurs milliers d'euros. C'est révolu ça quelque part. De plus en plus, on a plusieurs, surtout que les prix baissent. On peut acheter maintenant un petit netbook pour quelques centaines d'euros. Le concept de dire j'en ai juste un, c'est plutôt je déploie le type de bidule qui me simplifie la tâche dans le contexte où je suis. Donc dans la salle à dîner, c'est tel type de bidule. Quand tu es dans ton salon, regarder la télévision, c'est un autre type d'interface. Exactement. On vient vers une informatique contextuelle en fait, on va vouloir avoir des devices adaptés, non pas à un usage quel qu'il soit, mais vraiment à des choses spécifiques. La table Surface, par exemple, est très adaptée à des scénarios collaboratifs, parce qu'elle se présente sous la forme d'une table, autour de laquelle on peut s'asseoir à plusieurs. Faire le tout ce qu'on appelle le playing game en Scrum, c'est fabuleux, hein. Ah oui, moi, oui, tout de suite, j'ai vu, wow, j'en veux un. J'ai pas 15 000 euros à peu près. Oui, pour l'instant, c'est encore un peu cher. Mais... Donc, un Surface, là, si les auditeurs qui veulent acheter ça, c'est 15 000 euros. Donc, c'est pas demain que je vais en avoir un dans mon ça a baissé un peu, je crois. Oui, je crois que maintenant, 12 ou 13 000. Ouais, mais c'est quand même... C'est plus raisonnable, déjà. Ça là, c'est hors de prix pour la majorité de nos auditeurs. En tout cas, c'est hors de prix pour moi. Puis, je suis pas encore, je travaille pas avec des Technician Center, donc Microsoft m'en a pas donné un, malheureusement. Juste pour comprendre, par contre, le fait qu'on veut faire de l'informatique contextuelle, quand vous avez développé votre application sur Surface, est-ce que le temps de développement est beaucoup plus long ou à quelque part, oui, on va faire de plus en plus des applications qui sont contextuelles, qui sont même comme distribuées sur plusieurs types de bidules, de devices, mais au global, l'expérience utilisateur va être mieux, mais on n'aura pas à comme multiplier par 10 les temps de développement. Alors, en fait, c'est encore le grand problème actuellement, parce que on sait très bien faire tout ce qui est partie service, etc., la communication avec TFS, etc. C'est vraiment pas un problème. Ça c'est comme y a pas la partie simple. Voilà. Le gros du souci, c'est déjà d'imaginer une ergonomie qui permet de faire du travail collaboratif. Et puis après, on a énormément de petits points de détail au niveau ergonomique, parce que c'est des choses qui n'ont pas été réfléchies pour nous avant. Hein, on n'a pas. Donc, si tu veux faire quelque chose de beau, de très élégant aujourd'hui dans la Surface, ça veut dire que tu as beaucoup de code qu'il faut que tu fasses toi-même parce que ça vient pas avec la plateforme. Bien sûr. C'est ce que je comprends. Et puis, donc il y a l'aspect graphique et puis il y a aussi l'aspect intuitif. Parce que le but, c'est qu'on arrive sur la table, on pose sa carte et on sait tout de suite ce qu'il faut faire. Parce qu'on voit des tâches, on voit des post-it et voilà. Faut pas t'afficher un espèce de manuel qui dit voici l'étape 1 à faire, c'est qu'il faut que ça soit intuitif. Non, voilà, il faut que ce soit le plus simple possible pour les utilisateurs. Et la simplicité, quoi qu'on en dise, c'est complexe à faire. Exactement, c'est complexe à imaginer, et après à implémenter, on a aussi plein de petits points de détail. Par exemple, pour le drag and drop, le drag and drop simultané à plusieurs utilisateurs, c'est quelque chose qui complètement nouveau, qui est complètement nouveau et je pense, j'y vais de mémoire, mais il y a une citation de Léonard de Vinci qui, moi, je trouvais fabuleuse. Il disait « La simplicité, c'est la complexité ultime. » Puis je trouvais, c'est pas n'importe qui a dit ça, c'est un petit monsieur de Da Vinci qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, autre chose que juste la Joconde. Puis, mais c'est ça, ce que vous rencontrez finalement, c'est que si vous voulez rendre les choses simples, il y a une complexité, il y a beaucoup d'essais-erreurs. J'imagine que c'est là une partie des coûts, c'est t'essaies de quoi pour dire non, c'est pas ça. On démolit, on réessaie, on démolit. Donc, veux pas, j'imagine, à quelque part, tu vas essayer d'isoler le domaine en dessous avec le plus rapidement possible, de dire, je me fais une espèce de un mock-up, en tout cas, puis là, tu travailles l'interface avec ça puis un coup que ton interface est vraiment gelée, là, tu vas te commencer à faire le vrai code, hein. Exactement. Ben, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé au niveau de notre processus de développement. On a commencé d'abord à parler ergonomie, à parler scénario d'utilisation, et ensuite une fois qu'on a fixé un petit peu
Les balises. Voilà, ce qu'on allait faire, les différentes notions ergonomiques qu'on voulait apporter. Là, on a implémenté toute la partie service. Mais parce que si à toutes les fois que vous faisiez un essai, vous auriez implanté la partie service, ça aurait été coûteux. C'était beaucoup plus simple pour vous de juste dire, ben regarde, pour être capable au moins d'expérimenter, je fais une petite maquette qui fait juste me donner le simili de ce que ça devrait faire en dessous. Donc, je vois pas vraiment ce serveur TFS, j'ai pas besoin de faire ça. Je fais juste retourner, par exemple, un work item bidon que je lui donne. Mais au moins, je suis capable d'expérimenter et je peux valider l'expérience, elle est celle que je veux. La partie serveur, c'est pas la plus importante dans notre cas. Nous, ce qui nous importait, c'était vraiment comment est-ce qu'on allait gérer l'interface graphique, la disposition des éléments, l'interactivité avec l'utilisateur. Donc effectivement, on a commencé à travailler avec des mocks, qui nous donnent des données simulées. Et une fois qu'on avait bien défini, voilà, on va disposer des éléments comme ça, l'utilisateur va pouvoir faire ça ou ça. À ce moment-là, on a attaqué la partie service. Puis la partie service, elle était, en tout cas, le contrat est très très clair. Vous saviez maintenant ce que vous attendiez du service, donc vous pouviez facilement dire, ben, je peux vraiment isoler ma couche présentation de ma couche service. Tout à fait. Donc, au final, vous aviez une architecture qui était très 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 bien découplée. Et en cours de route, vous aviez réussi quand même à aller chercher l'agilité, l'approche ergonomique que vous aviez besoin. Oui, d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on reprend, pour tout ce qui est communication entre notre couche présentation et la couche service, on reprend tous les patterns habituels. Donc, on fait de l'injection de dépendance parce qu'effectivement, on a commencé avec des mocks. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est que le jour où on remplacer le mock par le vrai, voilà, tu veux être capable de faire l'injection du vrai. On n'a plus besoin de faire de plomberie, etc. Donc, on a fait de l'injection de dépendance, on a fait. Juste par curiosité, avez-vous à ce point-là sur une surface, est-ce que vous avez été avec des patterns comme le MMMV qu'on retrouve en Silverlight? Ouais. Exactement, l'architecture c'est du MVVM. MVVM, est-ce que je cherche voilà. Injection de dépendance avec Unity. Voilà, et puis c'est tout. Un petit peu de test driven pour parce que vos mocks, c'est vraiment du code que vous avez fait à ce moment-là. Vous n'avez pas utilisé une espèce de mock engine pour partir d'interface, dire, hey, fais-moi donc un mock. Votre but, c'était pas faire du interaction testing, mais c'était vraiment juste dire, ben, je vais injecter ce code bidon-là, mais qui quand même rend le service comme si ça serait le vrai code. Voilà, et en fait, ces mocks, on les a pas utilisés simplement pour faire des tests unitaires, mais on les a aussi beaucoup utilisés pour faire des tests d'ergonomie. Les tests d'ergonomie, c'est je lance l'appli sur la table surface, je veux pas avoir à savoir si j'ai un TFS en face ou des choses comme ça, je veux simplement tester ce qui se passe. Par défaut, vous aviez toujours les mêmes 25 items de work item, mais c'est pas grave. On joue avec et on voit j'imagine, et vous gardiez l'état, si je modifiais quelque chose, gardiez l'état juste pour ça, mais si je fermais puis je repartais à zéro. À zéro, bien sûr. Parce que j'ai pas vraiment des vraies infrastructures. On n'a pas de sauvegarde, on n'a rien du tout. C'est vrai, c'est ce qui est difficile, parce que quand tu es capable de montrer un vrai utilisateur, puis pour l'utilisateur, souvent l'interface de l'application, puis lui, il voit ça, il a l'impression que 90% du code est fait. C'est-à-dire, ça fonctionne. Donc, vous me livrez ça la semaine prochaine. Puis il dit, non, là, maintenant, il faut faire le vrai code en arrière et on te livre ça dans 1 mois et demi, 2 mois parce qu'il y a plusieurs heures de travail. Et pour eux, c'est difficile à concevoir. Moi, souvent, l'analogie que j'amenais aux décideurs, qui souvent ont de la misère à voir ça, je leur dis, lorsque par exemple, on annonce qu'on va construire un nouveau centre d'achat ou un nouveau building de 50 étages, qu'est-ce qu'on montre lorsqu'on fait l'annonce? On montre la belle petite maquette qui a 1 mètre de haut, puis et tout le monde comprend que de passer de la maquette à la vraie, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Même si nous, ça paraît pas que c'est une maquette qu'on te fait, parce que ça a l'air d'être la vraie chose, mais c'est une maquette au même titre. C'est-à-dire que c'est juste 3 mètres de haut et ça n'a pas 350 mètres comme la vraie Tour Eiffel. Supposons que j'aurais fait une maquette de la Tour Eiffel. Et mais là, en tout cas, moi, c'est que ça a été payant à expliquer ça comme ça, parce que ça permet à ces décideurs-là de faire comme OK, il y a vraiment beaucoup de code en arrière. Ouais. Mais le message que je comprends de vous, c'est que oui, il y a du code en arrière, mais juste trouver la simplicité, ça prend beaucoup d'essais-erreurs. Donc, Au total, il n'y a pas beaucoup de code dans le sens que, mais pour avoir le bon code, il a fallu peut-être en faire 10 fois, 10 essais et essayer, être ingénieux. Et en fait, ce qui est le plus coûteux en temps, en règle générale, sur du développement surface, multitouch, etc., c'est pas vraiment la partie développement des services qui sont derrière, etc. C'est justement cette recherche en termes d'ergonomie
et le nombre d'allers-retours qu'il faut faire entre des utilisateurs, des testeurs, etc. Et puis le développeur qui essaie de trouver la bonne manière d'implémenter la feature. Là, t'as un point important, c'est-à-dire que c'est pas toi, le développeur, qui doit dire « Ah, j'aime cette ergonomie-là! Non, c'est vraiment c'est- les utilisateurs. Oui, C'est oui. les vrais utilisateurs, Alors, puis eux, ils ont une certaine disponibilité. Tu peux pas leur demander de se libérer tout le temps à la demande, donc ça veut dire qu'il y a des délais. Et... Alors, nous, on a eu la chance de développer cette appli Pour nous, donc vous- déjà, donc ça c'était quelque chose de... Ça réduit les délais, ça réduit ouais. les coûts. Et puis au niveau de l'emplacement, on l'a fait au MTC chez Microsoft, où il y a beaucoup de gens qui passent. Et un bon moyen de tester une bonne ergonomie pour une application Surface, c'est de faire en sorte de travailler avec un bureau ouvert. La table Surface, de toute façon, attise toujours la curiosité, donc on a toujours plein de monde qui passe. Mhm. Qui touchent, qui regardent. Enfin, nous, à la limite, on les laisse faire. On voit s'ils arrivent à comprendre ce qu'il y a, l'utilisation, l'ergonomie, le voilà. mécanisme. C'est un très bon moyen pour nous de tester l'intuitivité de l'application et puis de voir si Ou des fois, si tu veux vraiment être sûr, pour un nouveau, est-ce qu'il comprend? Celui qui passe, que tu as jamais vu, dire, hey, arrête donc une seconde, je te montre ça, qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est intuitif pour toi? Qu'est-ce que tu dois faire ça? C'est exactement ça. Si tu lui donnes aucun indice et qu'il part complètement sur une autre piste, là, ça te donne tout de suite les réponses. Voilà. Il y a un petit On l'a problème. pas. Ouais. Voilà. Et donc c'est pour ça au final, moi je trouve en regardant les vidéos qu'on a quelque chose qui est très simple. D'ailleurs, on va mettre nous les liens vers la vidéo Oui, sur oui, le oui. site. Bien sûr. Tu peux pas écouter cette émission-là sans aller voir la vidéo. Puis pour ceux qui ont jamais eu la chance de travailler dans des approches agiles où est-ce qu'on gère, ça peut être aussi peut-être en anglais on dirait un eye opener. Donc comment je traduirais ça? Donc une aperçu de ce que ça peut être quand on est dans une équipe agile, dynamique, où est-ce que finalement le travail il est pas prescrit par les gens, mais c'est plutôt les gens qui se le prescrivent, qui prennent la responsabilité de dire ce user story là. Donc la traduction pour user story, cette histoire, ce scénario, cas d'utilisation, mais en cas là, c'est cas d'utilisation, là, on vient avec le terme use case, pourquoi on dit user story, on ne sait pas des use cases, mais on s'entend en français, on peut utiliser cas d'utilisation, mais scénario est un terme intéressant parce que il y a pas quelque chose qui n'est peut-être pas utilisé dans le passé pour autre chose. Donc ce scénario-là, tu prends la responsabilité de dire je vais le faire et le mener de bout en bout. Oui, tout à fait. C'est une approche qui responsabilise plus le développeur, et puis qui est sûrement plus gratifiante pour le développeur. Ouais, et puis qui a fait ses preuves a priori. Je crois que les projets qui fonctionnent autour de Scrum et des méthodologies agiles ont un taux de réussite plus important que... Et on sent vraiment l'industrie est en train tranquillement pas vite. Là vraiment la masse va vers... ça veut pas forcément dire qu'ils vont tous adopter la méthodologie Scrum, mais ils vont toujours aller vers une approche agile. Oui. Ce qui est... Écoutez, en terminant, est-ce que vous avez un site, quelque chose, puis ça n'a pas besoin d'être forcément lié avec votre expérience Surface, mais quelque chose que vous aimeriez partager avec les auditeurs en disant « Hey, allez voir ça ». C'est pas mal cool, ça peut être un projet de Microsoft Research, quelque chose qui, je sais que je vous prends en brûle pour point, peut-être que vous avoir donné 2-3 jours pour réfléchir, ça vous aurait aidé. Mais des fois, on dit, dernièrement, j'ai vu telle chose, puis je trouvais ça intéressant. Si, c'est pas forcément lié à ce qu'on vient de voir ni rien, mais ça y ressemble un peu, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, enfin c'est moi aussi je pense, c'est le projet natal de Microsoft. Ah, ok. Oui. En termes d'interface naturelle, effectivement, c'est quelque chose de très sympathique. Ça s'inspire, enfin, c'est pas vraiment de l'inspiration, mais ça se rapproche un petit peu de ce qu'a fait Nintendo avec la Wii, où en fait, au lieu d'avoir une manette, on va contrôler un jeu avec notre corps et avec des gestes et des choses comme ça. Les actions. Si je me trompe pas, Microsoft ont annoncé que pour la période des fêtes l'an prochain, la prochaine version du Xbox va supporter ce type d'interface-là, parce que c'est une façon pour Microsoft, avec leur Xbox, de prendre une part du marché de la Wii, qui a un succès phénoménal. En tout cas, pour un type de clientèle, moi, je sais que mes enfants, la Wii, ma femme, elle a dit oui, une Wii peut rentrer chez nous. Une Xbox avec des jeux violents, c'était toujours non. Mais la Wii,
ça a bien passé. C'est Puis plus doux, c'est... Oui, puis puis c'est très... c'est plus sportif hein, que. En plus. Il y avait plein de avec critères. Souvent, ce qu'on dit, le critère qui est, tu demandes à ta femme, puis-je, puis ici, souvent, c'est comme, on va mettre notre argent sur autre chose, mais pour la oui, ça a été oui. Et je pense que le projet natal, c'est quelque chose qui devrait plaire à beaucoup de monde. Oui, ça va ouvrir tout un nouveau type de jeu sur le Xbox qu'on connaît pas. Une nouvelle façon de jouer aussi. Oui, Ah oui, hein. C'est vrai. Puis une nouvelle façon d'être ridicule dans son salon aussi, mais ça, c'est un side effect. Ouais, De mais... moments en perspective, en fait. Moi, tu sais, on parle d'être ridicule. Je me souviens, il y a longtemps, plus que 10 ans maintenant, à l'époque, j'étais beaucoup dans tout ce qui était la mobilité. Et j'allais tous les ans en Allemagne au CeBIT, la fameuse conférence que si t'es dans la mobilité, tu peux pas aller au CeBIT. Et à l'époque, les gens, il y avait quelques personnes qui commençaient déjà à avoir les premiers, comment on dit ça, ce qu'on plug sur notre oreille pour écouter puis pour parler. Ce qu'aujourd'hui tout le monde a, mais ils se promènent même, tu vas voir quelqu'un rentrer au McDonald's avec ça, puis personne va le regarder en disant il est dommage stupide, ça fait partie de nos mœurs. C'est juste une question. Donc, j'imagine que peut-être dans 15 ou 20 ans d'ici, quand on voit quelqu'un tourbillonner sur lui-même dans son salon, on va juste dire, c'est normal. C'est normal. Tandis qu'aujourd'hui, on dirait, il est fou, ben quoi. Un peu comme, moi, j'ai les cheveux blancs, hein. J'ai fêté mes 50 ans hier. Bon anniversaire. Oui, merci. Anniversaire. J'ai même un peu trop fêté mon anniversaire. Ça, c'est la vie. Puis c'est surtout le fait qu'on vieillit. Mais pour amener, c'est que moi, dans mes années, on n'allait pas dans un cours avec un laptop. Il y a un gars qui faisait ça. Parce que lui avait c'est un petit génie, il avait fait un projet chez Hewlett Packard dans l'été, il avait un petit portatif, il amenait pour prendre ses notes. On parle là, des années 87, 88, 89. Tout le monde le regardait, il était larisé en disant pour qui se prend lui avec son ordi. Ben écoute, c'était pas un laptop ça pesait 15 livres. Hein, donc ça pesait 5-6 kilos. Tu sais, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers compacts, c'était gros, gigantesque, c'est ce qu'on connaissait, nous autres. Mais c'était mal vu, c'était mal perçu, tandis qu'aujourd'hui, tous les étudiants ont un portatif, ça fait partie de la vie de tous C'est les les jours. nouveaux usages, c'est sûr que c'est l'évolution des mœurs. Et, effectivement, je pense que plus ça va aller, plus tout ce qu'on trouve ridicule à l'heure actuelle, d'ici 10 ou 15 ans, on le trouvera naturel. Et il y a une chose, ça pourrait être un sujet par lui-même, on pourra peut-être se rencontrer pour parler de ça. Moi, je me pose la question, si les interfaces naturelles, ça viendra pas aussi impacter et changer notre façon, nous, d'informaticiens, de programmer. Aujourd'hui, on est très clavier-centrique, si on pourrait dire. Tout se passe dans le clavier, mais là, on sait maintenant qu'avec la nouvelle version de Visual Studio 2010, il y a un nouveau, la façon de pouvoir faire des ajouts, des add-ins est beaucoup simplifiée. Ça ouvre beaucoup de nouvelles opportunités au niveau de la visualisation, mais probablement même au niveau de l'interaction, l'interactivité. Hein, je serais pas surpris que on puisse même tirer parti de ça dans le futur. Oui, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, enfin, un type de projet qui commence un petit peu à voir le jour, qui est le tracking du regard, en fait. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, je trouve ça assez génial, et j'imagine beaucoup de scénarios où, en fait, on va continuer à avoir notre couple clavier-souris habituel en tant que développeur, mais en fonction du point qu'on va regarder sur l'écran. La souris pourrait se déplacer là automatiquement. Alors, pas forcément la souris se déplacer, mais moi je verrais par exemple quelque chose qui va zoomer l'interface sur l'endroit où on regarde. Ben oui. Et puis simplement en se déplaçant vers un panneau, on va déplier ce panneau pour voir le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, donc l'interface va être intelligente, elle va comprendre que c'est ça que tu t'intéresses sans que tu aies besoin explicitement d'aller dire « Ouvre-moi ce panneau-là ». C'est quelque chose que je vois bien, donc avoir une interaction qui nous permet de rentrer du texte avec le clavier, qui nous permet d'agir sur des éléments avec la souris, et puis un nouvel élément qui serait la focalisation, donc sur quoi on porte notre attention. Et ça, c'est quelque chose que j'imagine bien voir le jour dans les années qui viennent. Ouais. Écoutez, moi j'apprécie beaucoup parce que ça te fait c'est pas juste une surface, on parle vraiment plus de ce qui est votre domaine d'expertise finalement, pourquoi vous êtes des MVP développement d'applications clients, c'est parce que c'est plus juste un seul bidule, mais c'est beaucoup de devices et veux pas, ça demande une expertise beaucoup plus ouverte sur ce qui est l'interactivité. Hein. Et je vous remercie encore. Merci à toi. Au plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.
Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. À ce stade-ci d'émission, Guy, habituellement, c'est les actualités. Et cette semaine, je crois que tu as une grosse actualité. En fait, c'est lundi, c'était le lancement de Visual Studio 2010, le lancement officiel, c'est-à-dire que, à la conférence Dev Connection, le produit est annoncé et était rendu disponible là, pour le download. Donc, lundi, c'est à vos marques prêts downloader. C'est déjà installé tout prêt, là. Donc, le lendemain, c'était le lancement de Silverlight 4. Et les bits sont là, en fait, on a pu les downloader jeudi. Donc la version finale de Silverlight est disponible. Il y a quelques petits items qui sont encore en release candidate, dont par exemple Blend 4 et les Silverlight Tools là, pour les extensions dans Visual Studio 2010. C'était évident, il fallait qu'ils terminent le runtime Silverlight 4 pour continuer là, le développement de ces produits-là. Donc on va voir d'ici quelques semaines les versions finales de ces produits-là. Mais regarde, c'est deux grandes nouvelles. Ouais, mais c'est assez des plutôt importantes nouvelles. Moi, ce que ça dit surtout, c'est que ça veut dire que pour la version 2010, ça finit le temps où on les roule dans les VM. Quand on a un RTM, là, on est prêt à le déployer physiquement sur notre ordinateur. Puis avec Office 2010 qui s'en vient en mai, dans quelques semaines, moi, c'est aussi le signal qui me dit, il est temps peut-être que je revente ma machine, que je me refasse un nouveau disque rigide de base. Et l'évolution de la technologie étant ce qu'elle est, je pense sérieusement à m'acheter un Solid State Hard Drive. Donc avoir de la performance. Donc c'est mes petits gadgets de ces jours-ci. Tant qu'à remonter une machine, aussi bien la remonter sur un disque. Je sais pas comment on traduirait ça, un Solid State Hard Drive en français. Un disque rigide fait en mémoire solide. Absolument aucune idée. En tout cas, pour ceux qui ont la chance, il y a quelques personnes que je connais qui utilisent ça, un Solid State Hard Drive, ça change toute notre expérience d'utilisation parce que... Ouais, c'est encore dispendieux, là, mais les prix vont baisser là, rapidement, j'imagine. Dispendieux, écoute, moi, c'est le modèle Intel que je vais acheter. Là. Je vais acheter quand même un bon modèle. 160 gigs, je suis capable de l'avoir pour 450 $. Donc, c'est encore dispendieux. Ouais. Donc, ça fait le tour des actualités, hein, le lancement de 2010. Qu'est-ce qui s'en vient, Guy, dans les prochaines semaines à la communauté.net de Montréal? Donc, le mercredi 21 avril, on a un coding dojo sur le patron, la séparation des commandes et des requêtes qu'Éric Renaud nous a présenté il y a une semaine. Donc là, on va voir comment l'implémenter vraiment dans le code. Éric nous a donné des petits devoirs à faire là, à ce coding dojo-là. On va vraiment voir comment l'utiliser, comment vraiment dans le code. Ça va être 2 heures de code uniquement. Là. Et le lundi suivant, le 26 avril, c'est toi, Guy, qui présente à la communauté? Oui, je présente sur Azure. Donc, je parlais tout à l'heure que j'ai les 2 pieds dans Azure. Là, j'ai 3 présentations ce mois-ci en tout sur Azure. Donc, ça, c'est ma dernière présentation du mois. C'est à la communauté. Ouais. Le lundi 26 avril. Et ensuite, le lundi 3 mai, Dominique Sévigny, qui est dans un méga projet Silverlight au gouvernement du Québec, va nous parler justement de l'architecture de cette application-là. Puis quelques jours après, la même semaine, parce que là, en début mai, on commence de façon très active. Il y a Dominique le lundi qui parle d'architecture. Et le mercredi, on a quelqu'un de Redmond qui vient à Montréal. Ben oui, Microsoft Canada a le plaisir de faire venir de Redmond directement André Vachon, qui fait partie d'une des équipes. Je pense que c'est l'équipe C++. Et la présentation d'André, ça va être sur le Code Understanding and System Design with Visual Studio 2010.
Donc, ça devrait être très intéressant, surtout pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, parce que, grosso modo, ils vont probablement traiter de long et en large de tout ce qu'on appelle le Architecture Explorer, donc la capacité d'explorer les codes sources existants. Donc, si on a du code source en patrimoine, cet outil-là est fort intéressant. Donc, ceux qui s'intéressent à l'architecture, ça devrait être une session qui ne devrait pas manquer. Absolument. C'est 2 présentations dans la même semaine, une le lundi puis une le mercredi. Là. Qui s'adresse toutes les 2 aux architectes, donc ça, c'est bien. Écoute, Guy, nous, ça termine une autre émission du Visual Studio Talk Show. Donc, nous, on va revoir nos auditeurs début mai, où notre invité sera Joël Quimper, et on va discuter justement d'architecture. Donc, on commence comme... en plus d'en parler beaucoup à la communauté.net, même à notre podcast, on va être les 2 pieds dans l'architecture. Ça devrait être fort intéressant, on vous invite à nous suivre. À la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.